Bonjour et bienvenue dans ce webinaire, le compte professionnel de prévention, plus connu par les lettres C2P, un dispositif géré par l'assurance maladie risque professionnel et son réseau. Alors, je suis Anne Zinet, chargée de communication à la CARSAT Midi-Pyrénées, et avec Christophe François. Bonjour Christophe, je ne sais pas si tu m'entends. Oui Anne, est-ce que tu m'entends toi? Moi je t'entends, donc très bien. Et Barbara Thiraud. Barbara? Oui, bonjour à tous, Barbara Thiraud, CARSAT Hauts-de-France. Et donc, avec Barbara et Christophe, nous allons assurer la modération. Les deux intervenants qui vont présenter le compte C2P sont Florence. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, Florence Abranel, donc conseiller enquêteur C2P au sein de la CARSAT Hauts-de-France. Et Vincent. Bonjour tout le monde, Vincent Racineux, conseiller enquêteur C2P au sein de la CARSAT Midi-Pyrénées. Alors, avant de commencer le déroulé du webinaire, deux informations pratiques à vous donner. Si vous voulez poser des questions, il faut les poser dans l'onglet « Questions » qui se trouve en bas à droite de votre ordinateur. Si nous avons beaucoup de questions, nous allons être amenés à choisir certaines qui sont peut-être qui correspondent à plus de demandes. Vous pouvez également liker les questions sur lesquelles vous souhaitez avoir une réponse. Les documents seront mis à disposition à la fin du webinaire, donc vous pourrez les avoir directement dans votre boîte mail. Et le replay est en cours d'enregistrement. Pareil, vous l'aurez à la fin de cette présentation. Une dernière chose, quand le webinaire sera terminé, sur votre écran s'affichera un questionnaire de satisfaction que nous vous demandons de bien vouloir répondre pour pouvoir nous agrémenter et pouvoir évoluer par la suite. Alors, l'assurance maladie, qui sommes-nous? Nous avons 3 missions. Prévenir les risques professionnels, fixer les taux de cotisation accident du travail, maladie professionnelle des entreprises, indemniser et accompagner toutes les victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles. Sur le schéma que vous voyez, l'assurance maladie fait partie du régime général. À droite, les caisses primaires et CGS ont en charge la reconnaissance et l'indemnisation des salariés victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles. Et sur la partie gauche, au sein des CARSAT et toujours les CGS, les services prévention et tarification sont en lien direct avec les employeurs pour tarifer les risques professionnels et mettre en place des politiques de prévention. Ils sont aidés pour cela par deux organismes, l'INRS et Eurogip, qui font cours en matière de recherche sur les risques professionnels. Je passe la parole à Florence. Oui, merci Anne. Donc, nous allons aborder différents points lors de cette présentation. Donc, notamment, vous faire découvrir plus profondément le dispositif C2P en quelques mots. Ensuite, qui sont les salariés concernés? Quels sont les facteurs de risque professionnels concernés? Les différentes obligations de l'employeur. Un point également sur côté salarié. Et pour finir, donc, les outils mis à disposition ou en tant qu'employeur. Donc, il faut retenir principalement 3 dates donc, pour le dispositif du compte professionnel de prévention. Donc, en 2014, donc, la création du dispositif donc, par la loi du 20 janvier, donc, garantissant l'avenir et la justice du système des retraites, donc, qui institue le C3P, le compte personnel de prévention de la pénibilité, donc, qui était initialement appelé ainsi. Il est entré en vigueur dès le 1er janvier 2015. Donc, deuxième date à retenir également est l'ordonnance Macron, donc en 2017, qui vient donc renommer le dispositif en compte professionnel de prévention, donc le C2P. La gestion de ce dispositif a été transférée à la branche accident de travail et maladies professionnelles, donc de la CNAM, de la Caisse nationale d'assurance maladie. Il y a eu également la suppression donc, de 4 facteurs de risque, ou plutôt 4 facteurs de risque ont été écartés, parce qu'ils existent toujours, ils ont été écartés du dispositif. Donc, il s'agissait des vibrations mécaniques, des postures pénibles, la manutention manuelle de charge et les agents chimiques dangereux, donc qui ne font plus partie de ce dispositif. Ensuite, troisième date, donc la réforme des retraites de 2023. Donc, notamment, il y a eu des modifications et également des nouveautés. Les points donc, ont été déplafonnés donc, au titre du C2P.
il y a une nouvelle règle d'attribution de points en cas de polyexposition. Certains seuils, enfin le travail de nuit et le travail en équipe successive alternante donc, se sont vus abaisser les seuils. Il y a eu également une revalorisation de points, donc C2P pour la formation, et la création d'une nouvelle utilisation de points, donc, qui est la reconversion professionnelle. Donc l'objectif de la création de ce dispositif est de contribuer donc, à réduire les effets de l'exposition aux risques professionnels des salariés, donc en favorisant la formation et la reconversion professionnelle, en réduisant le temps d'exposition avec le temps partiel, en bénéficiant d'un départ anticipé à la retraite et en incitant l'employeur à mettre en place des mesures de prévention. Donc, en quelques mots, les principes donc, de ce dispositif. Donc, l'employeur a deux obligations. Donc, la première est l'évaluation que l'employeur doit effectuer, donc, quelle que soit la taille de l'entreprise et son statut juridique. L'employeur doit évaluer l'exposition de ses salariés aux facteurs de risque concernés par le C2P. Ensuite, la déclaration. Donc, l'employeur déclare l'exposition de ses salariés dans sa déclaration de données sociales, la DSN, donc via le logiciel de paye, ce qui va permettre d'ouvrir automatiquement un compte aux salariés déclarés. Le salarié pourra acquérir des points qu'il pourra utiliser sous 4 modalités différentes, donc la formation, le temps partiel, la retraite et la reconversion professionnelle. Donc, ces points vous seront présentés plus en détail par la suite de cette présentation. Donc, qui sont les salariés concernés par le dispositif? Donc, ce sont tous les salariés issus du régime général et du régime agricole, ou employés par une personne publique avec un contrat de droit privé. La durée du contrat de travail doit être supérieure ou égale à 1 mois, et tous les typologies de contrats sont concernées. Donc, les CDI, les CDD, les contrats intérimaires, contrats spécifiques tels que apprentissage ou professionnalisation. Donc, le salarié sera concerné dès lors qu'il soit déclaré par son employeur à un ou à plusieurs des 6 facteurs de risque en vigueur dans le dispositif. À noter que la réforme des retraites en 2023 met fin à plusieurs régimes spéciaux, notamment les industries électriques et gazières, la régie autonome des transports parisiens et la Banque de France. Donc, les nouveaux embauchés de ces 3 régimes, à partir du 1er septembre 2023, seront affiliés au régime général et entrent dans le champ d'application du C2P. Donc, les facteurs de risque, on dit précédemment, ils sont au nombre de 6. Donc, il y a le facteur travail de nuit, le travail en équipe successive alternante, le travail en milieu hyperbare, le travail répétitif, les températures extrêmes et le bruit. Donc, ces facteurs ont tous des seuils d'intensité et de durée qui ont été définis par décret. Donc, le travail de nuit, ici, le travail de nuit concerne du travail exclusivement exercé de nuit, tel qu'un veilleur de nuit, un agent de sécurité de nuit, une infirmière de nuit, etc. Tant que le salarié effectue 1 heure de travail entre minuit et 5 heures et réalise au minimum 100 nuits par an. Le travail en équipe successive alternante. Donc ici est considéré travail en équipe, un travail dit posté, comme par exemple les 5-8, les 4-8, qui fait partie de ces organisations temporelles atypiques, tout comme des rythmes de travail plus irréguliers. Donc, le salarié devra effectuer 1 heure entre minuit et 5 heures et réaliser au minimum 30 nuits sur l'année. À noter que dans l'évaluation, l'appréciation d'exposition du salarié au travail de nuit, l'employeur ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions de travail en équipe successive alternante et inversement. Ensuite, nous avons les activités en milieu hyperbare. Cette activité est représentée par le travail en milieu où la pression est supérieure à la pression atmosphérique. Donc, ces conditions peuvent se rencontrer, par exemple, dans certains travaux publics sous-marins, des travaux pétroliers, le percement de tunnels ou le travail en caisson hyperbare comme dans le milieu hospitalier.
Le travail répétitif. Donc ici, 2 seuils d'intensité. Si le temps de cycle est inférieur à 30 secondes, le salarié donc, devra faire au minimum donc, 15 actions techniques sur ces 30 secondes. Ou alors, s'il n'y a pas de temps de cycle supérieur à 30 secondes ou cycle absent, le salarié effectuera donc, plus de 30 actions techniques. Donc tout ceci, au niveau du critère de durée, à plus de 900 heures par an. Donc on appelle travail répétitif donc des mouvements répétés à une fréquence élevée, la sollicitation des membres supérieurs, également une notion de cadence contrainte. Ensuite, donc, les températures extrêmes. Donc, le salarié devra être exposé à une température donc, inférieure à 5 degrés ou supérieure à 30 degrés et effectuer donc, ce travail à plus de 900 heures par an. Donc, on entend bien par température extrême que le salarié devra donc, travailler dans un environnement fermé. On ne prend pas en considération donc, les températures extérieures. Et dans l'évaluation, l'employeur doit prendre en considération les équipements de protection individuelle et collective. Et pour finir, nous avons donc le bruit. Le salarié donc travaille dans un environnement bruyant durant toute son activité au quotidien, donc pendant 8 heures. Il devra être exposé à plus de 80 décibels à 600 heures sur l'année. Deuxième critère d'intensité, si le salarié est exposé à un niveau de crête donc supérieur à 135 décibels, donc au moins 120 fois par an. Donc, dans l'évaluation, l'employeur doit également prendre en considération les PICB, les protections individuelles contre le bruit. Donc, nous allons passer donc, aux obligations de l'employeur. Donc, je l'ai dit précédemment, donc 2 obligations qui sont l'évaluation. Donc, l'évaluation doit être annuelle. La déclaration. Voilà, sur l'exposition du salarié par le biais de la DSN. L'employeur pourra également corriger, s'il souhaite qu'il y ait une erreur sur la DSN, il pourra corriger cette DSN en faveur ou en défaveur du salarié. Et la nouvelle obligation depuis l'ordonnance Macron 2017 concerne la négociation des accords de prévention. Donc tout ceci, pareil, vous sera expliqué plus en détail à la suite de cette présentation. Donc pour commencer, l'évaluation. Donc l'employeur doit évaluer donc, annuellement ses salariés, donc quel que soit le type de contrat de travail, donc qu'elle soit supérieure ou égale à 1 mois. Donc l'exposition du salarié donc, est appréciée en moyenne sur l'année, donc dans les conditions habituelles de travail, au regard des seuils fixés que nous avons vus précédemment donc, pour chacun des facteurs, et après application des mesures de protection individuelle. Donc ici, le salarié dispose d'un contrat annuel, donc il est employé sur toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Donc l'évaluation se fait donc en moyenne sur l'année, au regard des conditions habituelles de travail. Pour un salarié qui est employé sur une durée courte, donc qui démarre en cours d'année ou se termine en cours d'année, donc l'évaluation également se fait donc en moyenne sur l'année, et l'employeur devra donc comparer ce poste exactement dans les mêmes conditions de travail, le même contexte, donc devra comparer ce poste à un poste annuel. Vous avez donc la possibilité de vous aider avec des référentiels de branches, des accords collectifs de branches que vous retrouverez sur le site du ministère du Travail. Donc aujourd'hui, nous avons 22 référentiels. Voilà, donc ils pourront vous faciliter la démarche d'évaluation où à l'intérieur, plusieurs postes, plusieurs métiers sont identifiés et plusieurs situations de travail également sont identifiées. Donc, deuxième obligation concerne la déclaration. Donc, quand devez-vous déclarer vos salariés exposés? Donc, le salarié est employé donc, toute l'année, dispose d'un contrat annuel. Donc, l'exposition devra être du 1er janvier au 31 décembre. Le salarié démarre son activité en cours d'année ou termine son activité en cours d'année. La période à déclarer concerne la période de son contrat de travail. En ce qui concerne la DSN, donc pour un contrat annuel, vous devez donc déclarer vos salariés à partir du 5 au 15 janvier de l'année suivante. Et pour un contrat qui s'achève en cours d'année, comme par exemple le 30 septembre,
vous devrez déclarer votre salarié entre les 5-15 octobre du mois qui suit la rupture du contrat de travail. Donc ici, nous vous avons mis un exemple pour une durée à cheval sur 2 ans. Donc pour un contrat démarrant le 1er juin 2023 et se terminant le 31 mai 2024, vous devez faire donc 2 déclarations, 2 périodes d'exposition différentes, en sachant qu'une période d'exposition est annuelle. Donc la première période d'exposition à déclarer sera donc du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023, que vous devrez effectuer, déclarer donc dans la DSN du 5-15 janvier 2024. Et pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024, donc vous devrez déclarer votre salarié dans la DSN du 5-15 juin 2024. Petit point particulier sur donc la réclamation d'un salarié. Un salarié a la possibilité de porter réclamation s'il est en désaccord avec les informations de la déclaration, donc de la DSN que vous avez effectuée, ou s'il estime avoir été exposé et qu'il n'a pas été déclaré. Donc, il est possible de contester pour le salarié. Le salarié donc, doit d'abord engager un dialogue social donc, avec vous, en demandant une explication sur le fait de pourquoi il y a absence de déclaration, ou pourquoi il n'a pas été déclaré. Si aucun accord n'est trouvé, donc le salarié peut porter réclamation. Donc l'employeur dispose de 2 mois pour répondre à la demande du salarié. Donc si la réponse de l'employeur ne satisfait pas le salarié, ou si le délai de 2 mois est dépassé, alors le salarié peut déposer une réclamation donc, auprès de sa caisse, de sa CARSAT compétente. Donc il est possible pour vous, employeur, de corriger la DSN. Donc, dans 2 cas différents. Donc, en faveur du salarié, il est possible de corriger donc, jusqu'à 3 ans en arrière la DSN. Donc, si c'est en défaveur du salarié, vous avez jusqu'au 5-15 avril de l'année qui suit celle de l'exposition. Vous voulez corriger. Ensuite, nous arrivons donc à la 3e obligation qui est la négociation. Et je laisse la parole à Vincent. Oui, donc la 3e obligation, et qui est un dispositif au sein du dispositif, si je peux dire, c'est les accords en faveur de la prévention. En quoi cela consiste? Les accords en faveur de la prévention concernent les employeurs d'au moins 50 salariés, ainsi que les entreprises qui appartiennent à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés. Pour ce type d'entreprise, elles doivent être couvertes par un accord collectif ou à défaut un plan d'action en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains risques professionnels lorsqu'elles remplissent au moins l'une des 2 conditions que je vais énumérer. La première, c'est qu'ils emploient une proportion minimale de 25% des salariés déclarés exposés au titre du C2P, du compte professionnel de prévention. La deuxième condition, que leur indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles soit supérieur au seuil de 0,25. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 299 salariés, qui sont couverts par un accord de branche étendu, comprenant les thèmes obligatoires, n'ont pas cette obligation de conclure un accord de prévention. Qu'est-ce qu'est l'indice de sinistralité? Donc, l'indice de sinistralité, c'est égal au rapport sur les 3 dernières années connues entre le nombre d'accidents de travail et maladies professionnelles imputés à l'employeur, donc à l'entreprise, à l'exclusion bien sûr des accidents de trajet, sur l'effectif de l'entreprise. C'est une division. Les accords en faveur de prévention, les entreprises ciblées, ce qu'il faut savoir, elles sont informées par un mailing qui est envoyé au mois de juin, donc on est en pleine période. Donc elles reçoivent un courrier de la part de nos services. Les CARSAT, donc comme je viens de le préciser, tous les ans envoient ce courrier aux entreprises ciblées par rapport aux 2 critères que je viens d'exposer. S'il n'y a pas le manquement de l'obligation d'accord de prévention, ça peut entraîner une pénalité qui est fixée par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, donc la DRITS, qui correspond à un montant qui peut atteindre jusqu'à 1% de la masse salariale de l'entreprise. Le C2P versant salarié,
En quoi ça consiste? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que suite à votre déclaration, vous, en tant qu'employeur, sur la DSN, ça permet aux salariés d'acquérir des points. Comment sont calculés ces points? Pour une exposition à un facteur parmi les 6 facteurs dont Florence vous a présenté, sur une exposition à un trimestre, ça correspond à 1 point. Donc, sur l'année, 4 points. Exposition à 2 trimestres, à 2 facteurs, excusez-moi, sur un trimestre, 2 points, donc sur l'année, 8 points, ainsi de suite, suivant le nombre de facteurs exposés. Chaque année, grâce à vos déclarations sur vos DSN, le compte du salarié il est alimenté de ces points-là. Et ces points, ils se cumulent tout au long de la carrière du salarié. Auparavant, c'était limité à 100 points. Le compte, enfin, il est clos au moment du départ à la retraite du salarié ou bien sûr à son décès. Et le salarié peut contester le nombre de points acquis, ça a été expliqué par Florence, dans les 2 ans qui suivent l'exposition remise en cause. Quelles sont les modalités d'utilisation des points? Donc, ça a déjà été présenté aussi, mais là, je vais revenir un peu plus en détail. Il y a 4 modalités d'utilisation des points. La première, c'est le financement d'une action de formation professionnelle. Une seconde, qui est assez cousine, c'est le financement d'un projet de reconversion professionnelle. Ensuite, il y a l'anticipation du départ à la retraite pour le salarié, ainsi que la dernière utilisation, l'aménagement de son temps de travail. Une règle de base, c'est que les 20 premiers points sont réservés pour le financement d'une action de formation professionnelle ou du projet de reconversion professionnelle. Donc, je vais résumer sur chacune des utilisations. La première utilisation, qui est le financement d'une formation. Comme je l'expliquais, les 20 premiers points acquis sont réservés à la formation ou à la reconversion professionnelle, sauf pour certains salariés. Les salariés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n'est réservé. Et pour les salariés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962, seulement 10 points réservés. Quel droit ça donne? C'est 1 point du C2P égale 500 € de formation. Les points sont utilisables un à un et ils viennent abonder le CPF, le compte personnel de formation, ce qui permet de financer tout ou partie d'une formation professionnelle. Deuxième utilisation, le financement d'un projet de reconversion professionnelle qui est très ressemblant à l'utilisation pour la formation professionnelle. Donc, toujours les mêmes modalités d'utilisation sur le nombre de points. Les 20 premiers points acquis sont réservés à la formation ou à la reconversion. Et les salariés dispensés, c'est toujours les mêmes périodes de naissance. Les droits, comme pour la formation professionnelle, 1 point correspond à 500 €. Et ça sert à financer un parcours de reconversion professionnelle si les temps de formation ont lieu sur le temps de travail. Et toujours comme la formation professionnelle, les points sont utilisables un à un. Troisième utilisation des points C2P, l'anticipation du départ à la retraite. Donc, la généralité sur ça, c'est que ça permet d'anticiper un départ à la retraite. Comment? En anticipant l'âge légal de départ à la retraite et où ça permet de déterminer le taux et la durée d'assurance pour calculer la pension de retraite de l'assuré. Les points ils sont utilisables comment? Par bloc de 10. Et il faut savoir que 10 points correspond à un trimestre de majoration de durée d'assurance pénibilité. Il y a un maximum de 8 trimestres utilisables, soit 2 ans. Et c'est mobilisable à partir de 55 ans, mais pas plus de 2 ans avant l'âge légal de départ à la retraite. La dernière utilisation des points du compte professionnel de prévention, c'est l'aménagement du temps de travail. Ça permet quoi? Ça permet de réduire son temps de travail sur une période définie sans perte de salaire pour le salarié. L'employeur, lui, de son côté, assure le maintien de la rémunération et le delta est financé par le dispositif du compte professionnel de prévention. Ça permet quoi? Une réduction du temps de travail entre 20 et 80% de la durée de travail applicable dans l'établissement du salarié. Les salariés de moins de 60 ans, eux, ne pourront pas utiliser plus de 80 points pour aménager leur temps de travail. Les points sont aussi utilisables par bloc de 10 et c'est une durée modulable selon le coefficient de réduction du temps de travail. Par exemple, le salarié il mobilise 20 points, ça lui permet de diminuer son temps de travail de 50%, tout ça sur une durée de 240 jours. Voici les 4 utilisations possibles des points liés au dispositif du compte professionnel de prévention. Les salariés sont informés des points acquis via leur relevé de points annuel. Donc chaque année,
les salariés reçoivent via leur espace personnel, s'il est actif sur le site compteprofessionnelprevention.fr, un relevé de points, ou par courrier pour les salariés qui n'ont pas activé l'espace personnel sur le site internet compteprofessionnelprevention.fr. Qu'est-ce qui figure sur ce relevé? Il figure le nombre de points acquis sur l'année exposée, la période d'exposition du salarié, le ou les facteurs déclarés par l'employeur. En 2025, il faut savoir que les salariés concernés par un relevé de points recevront ce relevé sur le courant de l'été 2025. Et ça correspond à l'exposition 2024, bien sûr, une année clôturée. L'espace personnel salarié, à quoi il correspond? C'est pour vous, on vous incite, vous, employeur, à inviter vos salariés à créer cet espace personnel pour que justement, ils puissent aller ensuite consulter leur solde de points et leur relevé, effectuer leur demande d'utilisation de points, générer éventuellement une attestation de points acquis, poser leurs différentes questions sur le dispositif et l'utilisation des points, et ainsi que suivre l'avancée de leur demande d'utilisation de points. Vous, employeurs, je vais vous présenter les différents outils à votre disposition. Le premier outil, c'est le site amélie.fr dans la rubrique entreprise. Il existe aussi une plateforme afin de répondre à vos éventuelles questions qui est le 3682. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 17h et c'est un service gratuit plus le prix d'un appel. Et vous avez aussi comme outil Net Entreprise. Net Entreprise, c'est sur lequel il y a votre espace employeur et cet espace, il vous permet de suivre vos déclarations, poser vos questions, de disposer d'indicateurs statistiques ainsi que de gérer vos préférences d'abonnement. Et tout ça, comme je viens de vous le préciser, est accessible via le site netentreprise.fr. Voilà pour ce qu'il en est de la présentation. Je tiens à rajouter aussi que pour éventuellement poser des questions personnalisées, nous vous invitons à vous rapprocher de vos CARSAT respectives. Comment? En allant sur leur site internet et dans la rubrique entreprise de votre CARSAT, il y a une autre rubrique, le compte professionnel de prévention. Et sur la plupart des CARSAT, il y a une adresse mail à laquelle vous pouvez poser vos questions personnalisées, si je peux dire. Je laisse la parole au modérateur. Merci beaucoup. Merci Vincent. Il y a énormément de questions. Je vais laisser la parole à Christophe et à Barbara qui vont vous poser les questions. Alors, tout à fait. Déjà, comme j'ai eu des soucis de micro, est-ce que tu m'entends, Anne? On vous entend, ouais. On t'entend, Christophe. Super. Pas de souci. Ok, alors on a énormément de questions. Évidemment, on ne va pas pouvoir répondre à toutes ces questions. Elles sont extrêmement intéressantes. Néanmoins, par les votes, on peut voir quand même qu'il y a quelques questions qui intéressent beaucoup de monde. Donc, on va déjà commencer par celle-ci. Et notamment la question de Marielle qui emporte beaucoup de suffrages. Comment voir, une fois la déclaration faite par l'employeur, le compte pénibilité actualisé de l'employé? Ok. Tu peux pas mettre la question. Ah ouais, je mets la question. Voilà. Comme ça, vous pouvez la voir. D'accord, ok. Si, c'était expliqué au début du dispositif. En fait, tant que la déclaration est faite par l'employeur, le compte est automatiquement créé au niveau du salarié. Et donc, le salarié, lui, par le biais de son espace personnel, pourra voir, donc sous forme, il pourra télécharger son relevé de points, ce qui est sous format dématérialisé, sur son espace personnel. Ok. Je te laisse poursuivre, Christophe, en mettant le... Oui. Alors, la question d'Émilie, comment est calculé le CDP d'un salarié qui n'est pas présent sur une année complète? Alors, je vais bien répondre. Ça a été présenté tout à l'heure par Florence. C'est dans les conditions habituelles de travail d'un autre salarié en comparaison. Tu complètes, Florence, si je ne suis pas assez...
Oui, non, c'est ça, c'est une comparaison à un poste annuel. Après, tout dépend également de la durée de l'absence auquel le salarié n'est pas présent. Si c'est une absence de longue durée, comme un congé maternité ou une formation professionnelle, là, bon, on prend en considération les absences et dans ce cas-là, il ne sera pas. Enfin, ça reflète sur le calcul. Il n'y aura pas de déclaration. Je vais enchaîner peut-être. J'ai récupéré quelques questions dans le chat malgré tout. Que se passe-t-il si l'employeur ne fait pas de déclaration? Et on a une question qui rejoint un peu celle-ci. Est-ce qu'il y a une rétroactivité possible? C'est ça, je peux répondre Vincent. En fait, c'est la contestation. En fait, le salarié a la possibilité, s'il n'est pas déclaré par son employeur, de contester, ou d'abord il doit entamer un dialogue social avec son employeur, voilà, savoir pourquoi il n'a pas été déclaré, et ensuite, s'il n'y a aucun accord, dans ce cas-là, il peut contester sa déclaration, et le salarié donc dispose de 2 ans pour pouvoir contester porter réclamation. Ok. Alors, d'autres questions? Nous avons ensuite une question sur les équipes successives alternantes avec Johan qui a besoin d'une petite précision. Est-ce qu'un collaborateur qui travaille en 2x8, matin et après-midi, est concerné? C'est exactement ça, c'est le travail posté, c'est les 2-8, 3-8, peu importe l'organisation de l'entreprise. À partir du moment où il y a 1 heure de travail entre minuit et 5 heures du matin, avec cette organisation de travail-là, et ça sur 30 nuits sur l'année. Donc, s'il est matin, après-midi, il n'est pas concerné par le travail en équipe. Voilà. Ok. Donc, je pense que la question sur la rétroactivité de la déclaration, elle a besoin d'une petite précision sur le délai. Ouais. Moi, je vais apporter la précision, mais comme l'a dit Florence, il y a bien 2 ans pour l'employeur, pour le salarié, pour contester la non-déclaration, la mauvaise déclaration de son employeur. Mais nous, tout ce qui intervient, il n'y a pas de rétroactivité possible. Donc, la réclamation du salarié ou éventuellement une régularisation sera jugée irrecevable. Par contre, l'employeur a 3 ans pour corriger en faveur du salarié. Là, j'ai justement une question qui vient un petit peu... c'est un cas concret, mais qui vient un petit peu dans la logique de ce que vous venez de répondre. C'est une question posée par Claire. Je vais l'afficher en direct, comme ça vous allez pouvoir lui répondre et voir si ça fonctionne ou pas. Donc, Claire, elle a des soucis sur ces années 2016, 2018, 2019. Ça fait quand même pas mal de temps. D'après ce que je comprends, ça va être compliqué pour elle de faire quelque chose. Ce n'est pas rétroactif. Là, aujourd'hui, nous sommes en 2025, donc l'employeur, lui, pourra régulariser 2022, 2023, 2024. Les années antérieures ne fonctionnent plus. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur les corrections? Donc, on avait quelques questions qui évoquaient des corrections qui devraient être apportées sur les déclarations. Oui, en faveur ou en défaveur, c'est ça Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, en faveur du salarié, ce qu'on vient de dire, là, Vincent, ce que tu viens de dire, c'est 3 ans en arrière. Et en défaveur, à l'année en cours. 15 avril de l'année en cours. Moi, de mon côté, sous la main, j'ai 2 questions concernant le bruit, une de Claire et une de Hervé. Alors, Claire demande si le bruit s'apprécie avec des bouchons d'oreille ou sans bouchons d'oreille. Et Hervé, il est un petit peu plus précis dans sa question. Il demande si l'atténuation des EPI portés est à prendre en compte. C'est une bonne question. Oui, comme expliqué dans les seuils par Florence,
les seuils sont à prendre en compte avec les EPI mis à disposition par l'employeur. Donc l'atténuation que permet les bouchons d'oreille ou un casque, il faut le soustraire lors de l'évaluation. D'accord. Ces éléments sont bien souvent sur les notices des EPI. Tu avais une deuxième question, Christophe? Non, j'ai pris les deux en même temps. Alors, je vais enchaîner alors peut-être. Est-ce que vous pouvez rappeler les salariés qui sont concernés par le dispositif et comment gérer les salariés sortis en cours d'année? Oui, 2 points. La première, donc les salariés concernés, donc régime privé et agricole, tant que le contrat de travail est supérieur ou égal à 1 mois, n'importe quel type de contrat de travail, CDI, CDD, intérimaire, apprentissage, professionnalisation. Et si le salarié est parti en cours d'année, aucun souci. L'évaluation se fait en moyenne sur l'année. Comme dit précédemment, l'évaluation devra être donc une comparaison avec un poste annuel, donc dans les mêmes conditions de travail, même activité. Et ensuite, ce sera au niveau de la déclaration, l'exposition, l'employeur devra donc déclarer son salarié le mois suivant qui suit la rupture de son contrat de travail. On a une question. Allez, on continue. On a plein d'autres petites questions, peut-être. Moi, Sur je les voulais parler contrôles, on a eu des questions. Ah, pardon, Christophe. Vas-y. Sur les contrôles, est-ce que vous avez des informations à nous apporter sur est-ce qu'il existe des contrôles pour les employeurs qui n'effectueraient pas de déclaration? Moi, je veux bien répondre. Depuis la fin de l'année dernière, sur toutes les régions, un certain nombre de contrôles sont progressivement déployés auprès d'entreprises ciblées. D'accord. Alors maintenant, on va parler du document unique avec une question de Baptiste. Est-ce que l'évaluation de l'exposition aux critères de pénibilité doit être intégrée obligatoirement au document unique de l'entreprise? Là, par contre, je ne peux pas répondre assurément. On reviendra vers la personne, mais je ne sais pas si Florence a la réponse, mais je ne sais pas si c'est obligatoirement intégré. Oui, je pense aussi. Hein, mais on répondra donc à ce monsieur, à monsieur Baptiste Marchand. On a beaucoup de questions sur les accords en faveur de la prévention. Quel conseil vous donnez à l'entreprise, si ce n'est d'aller sur Amélie? Donc je vais mettre le lien dans les réponses. De se rapprocher de la DRIT, de leur région, du siège social de leur entreprise. Ok, ouais, par rapport à la négociation. Sinon, après, on peut aussi conseiller aux employeurs d'aller voir sur leur compte employeur. Dans l'onglet sur la gauche, c'est l'onglet Mes obligations. Là, vous retrouverez votre indice de sinistralité. Ok. De nouvelles questions? Beaucoup, mais j'essaie de choisir des sujets sur lesquels on n'a pas encore apporté de réponse. Les salariés, donc il y a quelqu'un qui pose la question sont-ils concernés les salariés qui relèvent du régime agricole? Oui. Oui. Dans les mêmes conditions que les salariés du régime général, mais les salariés du régime agricole aussi. Une question de Majed. Un salarié qui réalise 1 heure de nuit, est-ce qu'on lui comptabilise une nuit? Oui, si elle est entre minuit et 5 heures, on comptabilise ça lui fait une nuit au niveau du critère de durée.
On a vraiment beaucoup de questions sur la régularisation des années antérieures. Donc, évidemment, on y a déjà un petit peu répondu. On imagine que pour vous, ce n'est pas évident quand vous héritez de situations un petit peu compliquées. Mais voilà, dans tous les cas, on ne peut pas vous dire plus que ce qu'on vous a déjà dit. Il y a une question d'impact financier pour l'entreprise, peut-être? Est-ce qu'il y a un impact financier pour l'entreprise? Ok. Aucun. Merci. Il n'y a pas de cotisation liée. Le financement du dispositif est inclus dans une des majorations du calcul du taux AT&B. C'est vrai qu'au début de la mise en place du dispositif, on parlait de cotisations. D'ailleurs, elles existaient, les cotisations additionnelles et cotisations de base. Voilà, elles ont été supprimées avec l'ordonnance Macron de 2017. Je vois une question en dehors de... Je vois une question que je vous mets, je ne sais pas si elle est pertinente ou pas, ou si on y a répondu. Qui doit déclarer les intérimaires? Ok, Question intéressant. Oui, c'est très intéressant. Pour les entreprises intérimaires, donc c'est à l'entreprise intérimaire de procéder à la DSN et c'est à l'entreprise donc utilisatrice qui doit transférer les données à l'entreprise intérimaire pour qu'elle puisse déclarer les salariés intérimaires. Ok. Bien, ouais. Barbara, peux-tu clôturer la question sur l'impact financier? Oui. Oui, pardon, je dois cliquer dessus. Pardon. Moi, je vais enchaîner sur un CDD, une question de Muriel. Si on a un CDD qui revient très souvent dans l'entreprise, mais n'atteint pas 1 mois de contrat, pourtant son facteur de risque est atteint. Est-ce qu'il doit être déclaré? Je suis désolé, je ne peux pas mettre la question en avant pour le moment. Ça y est. Ça y est, je peux. Voilà. Il fallait que je la retrouve, excusez-moi. Il faut qu'il y ait à minima 30 jours, donc 1 mois pour que le salarié soit pris en compte. Donc là, malheureusement, je ne rentre pas dans le cas de figure. D'accord. Merci Vincent. Est-ce que vous m'autorisez à mettre la question d'Alissa? Un salarié qui disposerait d'un mandat syndical et étant en horaire 3-8 peut librement poser des heures de délégation, donc sur les heures comprises entre minuit et 5 heures. Ces heures sont-elles à comptabiliser dans le calcul du quota des 30 nuits par an? Vas-y Florence. Eh bien oui, non, mais tout à fait. Les heures de délégation, ça fait partie du Code du travail et c'est considéré comme des heures de travail effectives réalisées. Donc, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. Considéré comme travail la nuit. Merci Florence. Tout à l'heure, Baptiste nous posait la question sur le document unique. On a dit qu'on revenait vers lui et j'ai notamment Nathalie qui dit moi aussi je serais très intéressée par cette réponse. Donc si nous on a le moyen de répondre à un maximum de personnes sur le document unique, il ne faut pas hésiter à le faire. Pour tous ceux qui demandent s'ils recevront bien le support de présentation, évidemment on va l'envoyer à la fin du rendez-vous. Alors une question un petit peu particulière. Puisque cette personne dont j'ai oublié de noter le prénom, elle emploie des surveillants en internat dans un collège-lycée entre minuit et 5 heures du matin. Ces salariés dorment et ils ont été déclarés. Est-ce que c'est bien juste de les avoir déclarés? Je prends. J'imagine qu'ils dorment. J'imagine qu'ils ne dorment pas tout le temps. S'il y a un incident, ils doivent être prêts à répondre à l'incident. Mais ça, c'est un peu comme un cas particulier lorsque le salarié est d'astreinte. En fait, s'il est sur son poste de travail, il est donc en internat. Donc, son activité est bien prise en compte, même s'il dort. C'est pris en compte pour le facteur travail de nuit et la déclaration doit être faite. Donc, c'est correct.
Donc voilà, si le salarié est d'astreinte chez lui et qu'il doit se déplacer, bon, je vais prendre toujours l'exemple de l'internat. Donc là, on prend l'heure à laquelle il sort de chez lui pour aller à l'internat et l'heure à laquelle il revient. Là, c'est pris en compte. Un petit problème technique pour Valérie, je ne sais pas si vous aurez la réponse, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont dans ce cas. Valérie n'arrive pas à se connecter à son compte C2P sur Net Entreprise. Elle a fait appel aux assistances techniques, mais a priori sans succès. Est-ce que vous avez, vous, une idée d'un autre levier à actionner? Alors, l'assistance technique, donc effectivement, il y a un numéro de téléphone disponible sur Net Entreprise. Il y a aussi une foire aux questions. Si le problème persiste, je vais récupérer sa question par le biais du fichier question après la présentation et puis je me permettrai de la recontacter. Normalement, c'est à l'administrateur de vérifier les comptes qui se connectent sur Net Entreprise. Donc, si l'assistante n'a pas pu l'aider, je pense qu'il faut qu'on passe un petit coup de fil à cette personne. Ok. On a un petit bruit de fond là. Ça doit être chez nous, mais... Est-ce que vous voulez que l'on rebalaye les questions auxquelles on n'a pas répondu, Christophe? Moi, si je peux juste répondre j'ai vu que la question, elle revenait souvent sur comment on vérifie que l'on a bien fait ses déclarations. De manière générale, quelle que soit la déclaration qui est faite par le biais de la DSN, il faut vérifier votre tableau de bord, en fait. Voilà, vous avez un récapitulatif de vos déclarations et des anomalies que vous pouvez y retrouver. Je vais en profiter pour lire la question de Karima qui a l'air d'intéresser beaucoup de monde et qui dépasse largement mes compétences. Donc, alors, si le salarié a travaillé 180 nuits, est-ce qu'il peut bénéficier de la pénibilité de nuit pour 100 nuits, plus équipe alternante pour 30 nuits, soit 2 critères atteints? Donc, c'est très spécifique, mais vous aurez peut-être la réponse pour l'aider. Ouais, c'est très spécifique. Là, en fait, comme j'expliquais au début, le travail de nuit, c'est vraiment un travail exclusif de nuit. Le salarié effectue que des horaires de nuit toute l'année, voilà, entre minuit et 5 heures. Le travail en équipe alternante, donc il effectue un poste du matin, de l'après-midi, de nuit ou autre, ou alors journée, nuit. Donc là, on rentre dans la définition du travail en équipe. Donc ces deux facteurs ne peuvent pas être cumulatifs. Soit c'est travail de nuit, soit c'est travail en équipe. Seulement petit focus quand même, il est possible qu'en cours d'année, le salarié ait une modification de son contrat de travail et change d'activité et travaille en équipe, alors qu'en début d'année, il est en nuit. Et à partir de juillet, il travaille en équipe. Là, ok, il faut évaluer les deux facteurs. Ok. Merci Florence. Je ne sais pas si on a répondu à celle-ci, je la remets. Un employeur peut-il organiser le temps de travail de salarié pour ne pas dépasser les seuils prévus? Oui, bien sûr, et c'est un peu aussi la philosophie et l'objectif du compte professionnel de prévention pour diminuer l'exposition des salariés à ce qu'on appelait auparavant la pénibilité. Merci. Une question d'Andrea sur le statut RQTH. Est-ce qu'il y a des points valorisés? Est-ce qu'il y a une déclaration différente dans le cas de ce statut? Non, aucune différence. Alors,
Je vous mets la question. C'est un petit peu dans les mêmes problématiques que l'on a vu précédemment. Une salariée de nuit vient de faire valoir ses points C2P dont elle travaillera à mi-temps chez nous, 75,84 heures, mais nous devons maintenir sa rémunération sur 151,67 heures. C'est l'organisme qui nous remboursera la différence. Devons-nous mettre une absence particulière? Moi, personnellement, je n'ai pas très bien compris la question. C'est un peu technique. Moi, j'imagine que c'est tout simplement dans le logiciel de paye comment finalement indiquer les absences de la personne puisqu'elle est une partie de son temps en mi-temps. Donc, elle n'est pas là et pourtant, elle est payée. Ouais, à 100%. Mais c'est ça, oui, Christophe. Je pense que c'est ça. Comment justifier cela? C'est Romuald qui a posé la question, s'il veut apporter des précisions, sinon on s'en tient à ça. Après, je suis comme toi, Christophe, c'est des questions qui reviennent et qui ont déjà été aussi explicitées dans le support présenté par Vincent et Florence. Là, je m'enlève. En tout cas, il y a des gens très sympas dans le chat qui essayent de répondre à la question sur le DU. Comme nous sommes côté assurance maladie, on fera une réponse officielle et on vérifiera tout ça. Alors, on a aussi plus ou moins répondu, mais une question de Loïc. Est-ce valable pour les agriculteurs? Donc, le compte C2P. Comment réaliser l'évaluation lorsque les tâches sont très variables? Oui, c'est valable aussi le régime agricole, comme nous l'avions précisé au début. Ensuite, il faut évaluer chaque tâche. Chaque tâche effectuée par le salarié. D'accord. J'imagine que ça ne doit pas être évident. Ouais. Hop. Je vous mets la suivante. Hop. Lorsque le salarié la question de Anne-Laure, lorsque le salarié quitte l'entreprise, doit-on proratiser son nombre de nuits effectuées lors du solde de tout compte et le transmettre au gestionnaire de paye? On rentre dans le détail. Oui, c'est plutôt interne. Il faut le transmettre du moment pour pouvoir compléter la DSN pour l'évaluation. D'accord. Je vois comme ça, après, je n'ai pas très bien compris. Ok. Alors, Nathalie nous demande si les agents de maintenance en astreinte sont également considérés comme travailleurs de nuit. Donc, comme l'a précisé tout à l'heure Florence, oui, l'astreinte, elle rentre en compte dans le calcul pour travail de nuit. À partir du moment où la personne part de son domicile pour intervenir. Part de son domicile ou est susceptible de partir? Part. Ok. Parce qu'elle quitte son domicile. À partir du moment où elle quitte son domicile. Nous regardons les questions. Oui. Pendant ce temps de silence. Il y a quelques questions un petit peu éparses et diffuses qui parlent du côté un peu plus salarié. C'est l'occasion de vous dire que nous préparons un second rendez-vous qui aura lieu à l'automne prochain, probablement en octobre, et qui sera un peu plus consacré au versant salarié du compte
Donc, c'est pour ça aussi qu'on n'aborde pas forcément les questions salariées, parce qu'il y aura un rendez-vous qui sera vraiment consacré aux questions salariées et à la présentation de ce dispositif. Je vois la question de Sarah qui dit « Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire un point sur le travail en équipe successive, alternante et le travail en 2-8 » Je précise que si on ne vous apporte pas de réponse aujourd'hui, je complète le propos de Christophe, on reviendra vers vous de toute façon pour pouvoir vous répondre, mais néanmoins avec tous les différents dispositifs, Amélie, Net Entreprise, les CARSAT, vous avez aussi moyen de pouvoir avoir la réponse par ces différents médias et organismes. Le travail en équipe successive, ça vous… Oui, après, c'est une instruction DGT, des DSS, en direction générale du travail et direction de la sécurité sociale, du 20 juin 2016. Travail en équipe, c'est vraiment, comme le précise donc, cette instruction, toute mode d'organisation du travail, donc selon lesquels les travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes, donc selon un certain rythme, donc y compris rotatif, de type continu ou discontinu. Et ensuite, de 8, c'est ça Oui, c'était 2-8. Ouais, 2-8, ouais. Il faut en fait qu'il y ait 1 heure de travail effectuée entre minuit et 5 heures. Parfait. Pour atteindre les 30 minutes. Je crois qu'on a donné la réponse du DUERP. Je pense que les internautes se répondent entre eux. Dans les questions… Christophe, moi, j'en ai une sous la main, effectivement. Une question d'Agnès. Pour l'attribution des points sur une période annuelle, quel est l'impact en cas d'absence, par exemple une maladie pendant 6 mois? Là, l'absence pour maladie supérieure à 6 mois, elle entre en compte dans le calcul des nombres de nuits sur l'année. Ok. Je ne sais pas si on a mis celle-ci. Stéphanie nous demande, nous avons des salariés qui ont un contrat sur toute l'année pour lesquels nous avons déclaré la pénibilité. Pourtant, ils n'ont pas eu la totalité de leurs points. Quelle peut être l'explication? Pouvons-nous corriger au niveau employeur? Sinon, vers qui se tourner? C'est des cas qui arrivent assez fréquemment parce que, par expérience, c'est les logiciels de paye aussi qui sont pas forcément bien paramétrés. Donc là, il faut se rapprocher de nos services et puis dans un premier temps, déjà bien vérifier le logiciel de paye s'il est bien paramétré en vue de la DSN. Merci Vincent. J'ai une question de Nathalie sur les gestes répétitifs et la façon de les évaluer. Alors, elle aimerait bien un petit peu de précision pour, j'imagine, mieux évaluer ça dans son entreprise. On en aurait pour 1 heure. Hein, donc, c'est vrai. non, mais bon, là, c'est un peu particulier aussi. Éventuellement, on peut proposer à Nathalie qu'elle prenne contact avec sa CARSAT pour qu'un préventeur vienne l'accompagner dans son entreprise. J'allais faire la même réponse pour Sandrine Châtel. Alors, on va peut-être en prendre 1 ou 2 dernières. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à la question de Laurine. Pourriez-vous décrire avec précision, le déroulement de la procédure dans le cadre d'une demande de réduction du temps de travail via le C2P pour l'employeur et pour le salarié? Ça, c'est pareil. Hein, c'est pas compliqué, mais ça prend du temps à expliquer aussi. Donc, plutôt se diriger vers sa CARSAT? Oui, c'est ça, oui. En allant sur le site de la CARSAT, onglet entreprise, vous aurez vraiment
Ouais, Ouais. vous aurez vraiment le dispositif C2P et à l'intérieur un contact Voilà. à prendre. Je pense que ça peut être aussi la réponse à faire à tous ceux à qui on n'a pas pu répondre, de se diriger directement sur les sites des CARSAT, www.carsat et le nom de la région, et d'aller dans la rubrique entreprise. Et il y a forcément une sous-rubrique C2P. Christophe ou Barbara, vous voyez On a une question sur les points acquis sur l'ancien système. Est-ce qu'ils sont maintenus? Ah oui. Ah oui, sur le compte, du moment qu'il a été ouvert, tout point acquis est maintenu. Et donc, Vincent a répondu tout à l'heure sur les accords en faveur de la prévention. Pour toute question, vous pouvez vous rapprocher de l'adresse. Moi, j'ai plus spécialement de questions à mettre en avant. Il y a encore des questions très spécifiques. Évidemment, on n'a pas répondu à tout. Il y en a d'autres où on demande des précisions suite à une de nos réponses. Il faut que vous sachiez qu'on va rebalayer, après le rendez-vous, on va rebalayer les questions, voir si on peut vous répondre du mieux qu'on pourra. Je pense qu'on va effectivement pouvoir s'arrêter là. Nous vous remercions tous, en tout cas, d'avoir participé. C'est vrai que ce n'était pas évident et vous étiez très nombreux. Comme Christophe l'a souligné, il y aura un autre webinaire donc en fin d'année en direction du CDP, plutôt en direction des salariés. Est-ce que vous voulez dire le mot de la fin, chacun, ou voilà. Est-ce que vous avez un petit message personnel à dire? Bon, merci à tous pour votre participation. Merci pour la richesse des questions. Merci à tous, oui, et à une prochaine fois. On a remarqué que vous aviez beaucoup de questions, mais sachez qu'au fil de l'année, ces questions, vous pouvez tout à fait les poser à votre CARSAT. Sur son site internet, il y a forcément un formulaire où vous pouvez poser vos questions, donc n'hésitez pas. Et merci à vous pour la participation. Merci à tous et je vous dis à un prochain webinaire, une prochaine fois. Bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.